Ok, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon, Benoît, on est bon? Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette petite conférence sur le sujet du SEO. C'est une première en webinar, donc j'espère que tout le monde est en bonne santé. N'hésitez pas à participer tout au long de la conférence sur le chat, sur les questions quand vous en avez des questions. Et on va également avoir quelqu'un qui vous répondra en la personne d'Adrien Party, qui pourra répondre à vos questions directement pendant que je parle. Alors aujourd'hui, on va parler référencement naturel, SEO. Je me présente très rapidement, je m'appelle Alban Renard, je suis le responsable du pôle expertise chez Cybercité. Alors, on a juste des difficultés à faire passer les slides, mais ça va arriver. Voilà. Donc Cybercité, on est la première agence indépendante de trafic en France. Donc par trafic, j'entends SEO, SIA également, campagne média, campagne de trafic payant, e-pub. On a également quelques métiers intéressants sur la partie analyse de data, analyse de conversion, optimisation de la conversion. On travaille évidemment sur le content marketing vu que c'est une des parties importantes du SEO. Ainsi que sur la partie social media avec notre filiale Onlyso. Alors, on travaille pour tout type de compte, tout type de secteur d'activité. Ça va de la belle PME au grand compte. Je vous ai mis quelques exemples de clients avec lesquels on peut être amené à travailler. Alors, avec plus ou moins de difficultés en ce moment selon les cas, mais en tout cas, on a une continuité d'activité aujourd'hui qui fait qu'on est quasiment à 100% malgré les difficultés. Bref, je ne suis pas là pour faire ma pub, donc on va parler SEO. Avant de parler de la refonte, qui est vraiment le thème d'aujourd'hui, donc comment on fait une refonte fiable d'un point de vue SEO, je voulais vous faire en 5 slides, on va aller assez rapidement, je ne vais pas vous présenter ce que c'est que le SEO dans le détail, mais je veux quand même vous présenter le contexte de 2020 en 5 slides. Cheval de Troie, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le SEO, historiquement, c'est la SERP, la Search Engine Result Page, donc la page de résultats de recherche de Google, qui est divisée généralement en 3 grands types de résultats. Les résultats naturels, donc le SEO, en tout cas ceux pour quoi on travaille nous en tant que SEO, la partie verte. La partie jaune, qui est une partie qui concerne tous les services de Google qui sont plus ou moins gratuits, plus ou moins payants selon les cas de figure, ce qu'on appelle la recherche universelle, donc les images, les vidéos, les news, vous avez pas mal de choses sur lesquelles on peut intervenir à différents niveaux et pour certains qui concernent des leviers payants comme Google Flights par exemple ou Google Hotel également. Et puis vous avez la partie purement payante, les liens sponsorisés en rouge. Donc voilà, cette page de résultats, c'est vraiment la page publicitaire de Google. Et nous, notre objectif, c'est de vous apporter la meilleure visibilité sur cette page-là. Alors les slides doivent dérouler, mais peu rapidement, mais en tout cas, ça doit se faire normalement. Voilà, ça commence à arriver. Donc désolé pour les décalages, on a un réseau qui, qui fait ce qu'il peut, mais en tout cas, ça avance. Vous allez peut-être les voir avec un petit peu de retard. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que Google a muté depuis quelques années, depuis environ 5-6 ans, d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. C'est-à-dire que là où auparavant on avait de simples résultats listés les uns après les autres, de plus en plus Google cherche à vous fournir directement la réponse à votre question, à votre requête, sachant que ça c'est leur étape 1. Leur étape 2 finalement, c'est de devenir vraiment un assistant personnel. D'avoir la réponse à tout, de potentiellement anticiper vos réponses, potentiellement sans que vous ayez fait la requête. Ça, c'est vraiment les dernières évolutions de Google, c'est de vous proposer des résultats et des pages qui soient présentes généralement sur mobile, directement pour vous proposer les résultats sans même que vous ayez fait la requête. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'il y a derrière. Et ce que ça implique, c'est que finalement, on s'aperçoit que sur 55% aujourd'hui des requêtes qui sont faites sur Google, finalement, on n'a pas de capacité à aller récupérer le clic et à aller récupérer le trafic. C'est-à-dire que la visibilité que Google vous offre, il la phagocyte et il en prend toute une partie à son compte pour ses propres sites. Après vous avoir donné des guidelines pour bien crawler les sites, après vous avoir finalement volé un peu votre bande passante et récupérer vos contenus, il va fournir directement le résultat à Google et du coup, potentiellement,
supprimer certains clics via des services comme des instant answers, des réponses instantanées, ou le knowledge graph, donc le graphique de la connaissance qui est posté sur la droite, et tout un ensemble d'outils dont Google Flights fait partie, dont Google Hotel fait partie, qui permettent à Google directement de proposer des informations en mode limite site web. Et donc, du coup, il ne vous renvoie plus ça. Donc, il ne vous renvoie plus ce trafic. Donc, c'est ce que j'appelle la gabelle de Google, la taxe sur le sel de Google. Ce qui veut dire, in fine, que l'environnement concurrentiel du SEO, malgré un trafic qui reste encore massif et qui reste finalement le levier d'acquisition web marketing le plus rentable et le plus héroïste, le SEO, ça devient quand même de plus en plus difficile d'émerger. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de refonte. Or, la refonte, c'est un moment vraiment critique pour le SEO. Et dans un contexte où finalement acquérir ce trafic organique, c'est de plus en plus difficile, c'est d'autant plus important de faire attention à ne pas avoir de perte d'audience par rapport à vos acquis SEO au moment de la refonte. Alors pourquoi c'est un moment critique ? La refonte, parce que c'est une mutation en fait. Votre site, vous allez vouloir le transformer, vous allez passer d'une chrysalide à un papillon, c'est votre objectif, c'est ce que vous cherchez à obtenir. Mais une mutation, ça peut avoir des aspects positifs et des aspects négatifs. La mutation de la pomme qui pourrit, c'est une bonne image pour ça, c'est que potentiellement, si vous ne mettez pas les bonnes choses en place, votre site, il va finalement dépérir parce que vous n'aurez pas anticipé certaines choses. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est comment on évite le cas de la pomme pourrie et comment on essaye de ne pas perdre son audience SEO. Alors tout simplement, une des raisons qui fait qu'on a ces pertes potentielles, c'est que Google, il connaît déjà votre site. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de le crawler régulièrement, de passer dessus et de crawler les différentes pages, de récupérer vos nouveaux contenus. Bref, il connaît déjà votre site. Donc en général, vous avez une sorte de statut en SEO et en dehors des grosses mises à jour, ça bouge pas trop. En dehors des productions de contenu que vous pouvez faire, vous allez avoir des positionnements et de la visibilité qui a une certaine stabilité. Plus ou moins variable, mais en tout cas une stabilité. Or, si vous changez quelque chose de majeur, potentiellement, Google, quand il va repasser sur votre site, il ne va pas vous reconnaître, il ne va pas reconnaître votre site, et du coup, potentiellement, il va vous déclasser à cause de ça, parce qu'il ne va pas arriver à retrouver les bons éléments aux bons endroits suffisamment rapidement. Alors, une refonte, ça peut avoir plusieurs aspects. Nous, aujourd'hui, on va principalement parler de la refonte globale, générale, qui comprend les 5 éléments que j'ai listés ici. Néanmoins, dans certains cas, la refonte ne va concerner que certains de ces aspects. Donc, vous pouvez être amené à revoir votre arborescence pour réorganiser vos contenus, à changer votre templating, donc uniquement une refonte cosmétique, à rajouter ou supprimer des fonctionnalités. Donc ça, à la rigueur, c'est moins impactant. C'est-à-dire que si vous ne travaillez que sur l'arbo ou que sur les templates, il va y avoir un ensemble d'actions à mener malgré tout, mais qui va être plus réduite. En revanche, les deux gros types de refonte qui sont majeurs, c'est dès que vous allez commencer à changer de nom de domaine et donc, in fine, changer les URL du site. Là, on va avoir de grosses actions à mener assez profondes afin de faire en sorte que Google puisse vous suivre. Et puis, vous allez avoir les changements de CMS, le changement de framework, le changement de techno en général qui, in fine, va également modifier les URL de toute manière. Donc là, dès qu'on est sur ces deux aspects, il faut commencer à vous dire, attention, le SEO, il doit être pris en compte de manière massive. Et c'est d'autant plus vrai si vous faites une refonte globale, comme on va le voir ici, qui va prendre en compte ces 5 éléments. Alors avant toute chose, moi je veux vous informer d'une chose, c'est que l'objectif principal d'une refonte d'un point de vue SEO, ça doit être de maintenir les résultats, c'est-à-dire s'assurer de ne rien perdre. La refonte, c'est un moment qui, pour les annonceurs, est généralement critique, on l'a vu, mais également pleine d'espoir, c'est-à-dire que vous allez vouloir passer d'un site qui ne vous plaît plus pour plein de raisons, fonctionnelles, visuelles, etc., à quelque chose qui soit parfait pour vous. Vous voulez tous la perfection au moment de sortir votre refonte. Or, la problématique qu'on va avoir, c'est que avant même ça, il faut s'assurer de maintenir. Et c'est pas forcément aussi évident que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'on va le voir aujourd'hui, toutes les actions qu'on va mener vont viser à rester sur un périmètre ISO pour pouvoir déployer ses ailes et faire mieux par la suite éventuellement. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode avec une dizaine de points qui sont les points qu'on traite généralement quand on accompagne un de nos clients sur une prestation d'accompagnement refonte SEO. Encore une fois, on n'est vraiment que sur la partie référencement.
ces 10 étapes-là, elles sont essentielles et je vais vous montrer notamment des cas concrets de problématiques que j'ai pu rencontrer ou qu'on a pu rencontrer chez Cybercité avec des pertes d'audience, des actions qui n'ont pas été faites comme il faut. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Alors déjà, la première chose à prendre en compte, c'est que généralement, une refonte, ça se passe dans une relation tripartite entre vous, en tant qu'annonceur, entre votre agence technique et ou vos autres agences éventuellement. Il peut y avoir une agence créa, il peut y avoir une agence technique, il peut y avoir une agence de com, etc. Donc toutes les différentes agences, il va falloir les coordonner et principalement l'agence technique qui va développer le site. Nous, en tant que SEO, et le SEO en général, doit, qu'il soit in-house ou en agence, hein, peu importe, c'est exactement le même fonctionnement, il doit agir en tant que tiers de confiance et il doit se départir finalement des problématiques techniques que l'agence va rencontrer ou que vous allez pouvoir rencontrer pour mettre les alertes là où elles doivent être. Cette relation tripartite, elle est hyper importante parce que souvent, toutes les problématiques que je vais lister aujourd'hui sont généralement liées à des problématiques de communication au départ, de niveau d'information au bon moment, la bonne info au bon moment, de manière à pouvoir agir avant qu'il soit trop tard. Alors la première étape, c'est le kick-off. Ça a l'air bête comme ça, c'est quelque chose dont on parle souvent, hein, il y a beaucoup de présentations où on voit ça. Mais alors pourquoi cette fameuse prise de brief et cette fameuse réunion de kick-off est importante? La plupart des agences techniques vont vous dire oui, c'est parce que comme ça nous permet de lister un peu toutes les actions, de s'assurer qu'on n'ait pas de problème, etc. Mais d'un point de vue SEO, nous, ce dont on s'assure à ce moment-là, c'est de la répartition des rôles. C'est de s'assurer qu'on alerte sur tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, toutes les différentes étapes et toutes les différentes difficultés qu'on va pouvoir rencontrer. Et souvent, on s'aperçoit que on a plein de retours d'expérience de ce type-là, hein, sur des refontes sur lesquelles on a été rushé dès le départ, sur lesquelles le client voulait absolument pouvoir avoir une réunion de démarrage dans 2 jours parce qu'il voulait absolument rencontrer tous les intervenants du projet, etc. Donc évidemment, hein, le côté humain est important. Évidemment, cette réunion, elle doit être faite aussi tôt que possible, on va dire. Mais au final, ce qui se passe souvent, c'est que quand on rush les choses, quand on va trop vite à ce moment-là, finalement, on fait des réunions qui sont inefficientes. C'est-à-dire qu'on va avoir des réunions dans lesquelles on va parler de dates de sortie qui sont complètement irréalistes, des refontes qui commencent avec un objectif de date de sortie pour dans 5 ou 6 mois. Généralement, c'est assez peu souvent qu'on arrive à ces objectifs-là. Donc, il faut être capable de se dire les choses dès le départ, d'organiser les choses non pas dans la précipitation, mais dans un cadrage clair, en se disant les choses honnêtement sur ce qu'on sera en mesure de faire et ce qu'on ne sera pas en mesure de faire. On doit être capable également de donner les temps de validation nécessaires. Nous, je sais qu'on dit souvent dans ces réunions-là que pour avoir un rendu de la meilleure qualité possible sur une validation de maquette, par exemple, il va nous falloir entre 10 et 15 jours ouvrés, de manière à être sûr de vous livrer la meilleure reco, pour être sûr que ce soit propre, qu'on n'ait rien oublié et qu'on ait pu le faire sereinement dans les temps impartis. Un autre des éléments qui est là souvent, c'est que finalement, on n'a pas tous les intervenants parce que ça a été fait trop rapidement et du coup, on se retrouve à avoir le chef de projet qui n'est pas dispo, donc quelqu'un d'autre va prendre le brief puis lui transmettre. On va avoir les décisionnaires qui sont là et puis après qui sont plus forcément là au cours du projet et la personne opérationnelle qui va driver le projet qui n'est pas présente dans cette réunion. Enfin, voilà, toute cette organisation-là, elle doit se mettre en place dès le départ pour être sûr qu'on prévoit tout un ensemble de choses. Tout au long de la présentation, je vais vous faire des rappels réguliers à cette réunion de kick-off pour vous dire là, à ce moment-là, on aurait dû le faire. Alors la deuxième étape, c'est la partie audit, la partie stratégie finalement. On se rend compte que souvent, quand on rentre dans une phase de refonte, on se concentre principalement sur le futur site et quelque part, on oublie un petit peu d'analyser ce qui a déjà été fait. Et notamment les fameux résultats qu'on a déjà obtenus. Comme je vous le disais, le principal objectif, c'est de conserver l'existant. Donc pour conserver l'existant, encore faut-il le connaître. Quand on fait un audit SEO d'un site avant une refonte, on doit absolument s'assurer d'avoir une cartographie fiable du site, c'est-à-dire s'assurer qu'on connaisse l'intégralité des résultats, l'intégralité du marché également, donc toute la partie concurrentielle, savoir où on va, quelles sont les différentes stratégies sémantiques qu'on peut appliquer, quelles sont les typologies de contenu dont on va avoir besoin, à la fois en analysant ce qui marche déjà sur votre site, mais en analysant également ce qui marche chez les sites des concurrents. Je le disais tout à l'heure, le contexte du SEO aujourd'hui, même si
On a toujours le triptyque technique, contenu, linking qui sont les 3 grands piliers du SEO. Aujourd'hui, il y a quand même une grande part de machine learning et d'intelligence artificielle chez Google. Donc, on se doit d'être capable d'analyser les contenus qui fonctionnent pour Google. Et ça passe par une analyse concurrentielle assez poussée pour être sûr qu'on vous apporte le bon conseil à ce moment-là. Donc, cet audit, souvent, il est tout simplement pas fait parce qu'on est dans le speed et on doit aller vite. On doit commencer les devs, on doit commencer les maquettes, on doit valider des maquettes alors qu'on n'a même pas encore parlé de stratégie et d'objectifs. Donc, c'est vraiment important de comprendre que une phase de refonte, si on veut le faire correctement d'un point de vue SEO, oui, ça prend du temps, ça peut prendre entre 1 an et 1 an et demi, selon les agences, selon leur capacité à bosser vite, mais en tout cas, en général, nous, c'est ce qu'on observe, y compris chez nos clients qui nous disent au départ, dans 6 mois, on sort. Généralement, au bout d'un an, 1 an et demi, nous, on est prêts, mais eux ne le sont pas. Donc, gardez ça en tête, c'est vraiment un retour d'expérience de plusieurs centaines de refontes gérées qu'on vous fait aujourd'hui, en vous disant, voilà, en général, c'est 1 an et demi de ce qu'on voit. Alors une analyse, ça passe par cette fameuse analyse de l'intention de l'internaute. Donc sur quel type d'intention Google va favoriser votre site, quelles sont les différentes requêtes qui vont être formulées par l'internaute. Et nous, on va utiliser nos outils de benchmark pour analyser finalement la serpologie, donc la fameuse analyse de page de résultats de recherche, savoir quels sont les types de contenus que Google met en valeur en fonction et en face de quelles requêtes. Donc s'assurer qu'on est sur des objectifs qui soient fiables et qui soient les bons. Ensuite, généralement, alors je vous présente un ordre, il vaut ce qu'il vaut, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, c'est pas toujours dans cet ordre-là, mais généralement c'est ce qu'on observe auprès des agences techniques avec lesquelles on travaille, qu'elles soient partenaires ou non. On a l'habitude de travailler avec beaucoup d'agences différentes, avec des process différents, mais en tout cas généralement on va commencer par parler de structure et d'arborescence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous on doit vous accompagner finalement à faire les bons choix en termes d'arborescence. On doit avoir une cohérence stratégique et un wording qui soit adapté, encore une fois, aux intentions de vos internautes. Donc nous, cette fameuse cartographie des contenus, on doit vous aider à la prioriser, s'assurer qu'on connaît quelles sont les portions du site qui sont les plus utiles pour le SEO, quelles sont les plus utiles pour la conversion. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que la refonte, finalement, pour un annonceur, c'est un des objectifs, c'est la rationalisation. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur qu'on voit à cette étape-là. Très souvent, le client qui nous dit, voilà, il y a sur 100% de mon site, il y en a 40%, je souhaite le modifier. Alors, je vous donne tout de suite un exemple sur un site sur lequel on a travaillé, qui est un site de recettes de cuisine, en l'occurrence, et qui avait pour objectif de rationaliser, de supprimer toute une partie conseils pratiques, avec des listes d'ingrédients, des pages conseils, etc. Et pour le client, finalement, c'était des pages à faible valeur ajoutée, donc il choisissait de s'en séparer pour pouvoir les réintégrer dans ces fiches recettes. En gros, enrichir les fiches recettes et supprimer tout un ensemble de pages. Donc là, à ce stade-là, nous, on ne peut pas totalement préjuger de ce qui va se passer pour Google. On ne peut pas dire oui, si vous faites ça, c'est la cata, ça ne va jamais bien se passer, etc. Nous, on est là pour lever des alertes. C'est-à-dire qu'on va vous dire, attention, aujourd'hui, ces fiches conseils pratiques, ces pages-là, elles vous récupèrent 19% de votre trafic organique. Donc, on sait qu'à partir du moment où on les supprime, même si on met quelque chose en face, la rationalisation, elle comporte un risque à hauteur de 19% de votre audience actuelle. Parce que d'une part, on va perdre des pages, on va perdre des portes d'entrée au niveau de la volumétrie totale des URL, mais en plus, on va perdre finalement tous les liens qui sont faits de ces pages-là vers les pages recettes et du coup, perdre de la force de maillage interne. Donc potentiellement, in fine, on sait qu'il y a un risque sur ces 19% et qu'on risque tout simplement de les perdre, non pas en totalité, mais en grande partie. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un petit sondage qui est disponible dans l'interface et qui vous permet de nous dire finalement si vous avez un projet de refonte, où est-ce que vous en êtes. Ça peut être intéressant et selon les résultats, je peux être amené à potentiellement ajuster un peu le discours. Donc n'hésitez pas à répondre massivement, s'il vous plaît. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir des problématiques avec les slides, donc j'espère que ça va quand même. Alors, une des deuxièmes étapes assez courantes qu'on voit, c'est la partie spécification fonctionnelle. Alors, toutes les agences techniques ne font pas de spécification fonctionnelle en tant que livrable à part entière, mais il y a quand même généralement des échanges sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un document de spécification fonctionnelle ? Généralement, c'est un document que produit l'agence web après échange avec l'annonceur,
vraiment un point de départ de toute la partie fonctionnalité du site. Donc ce document, il va lister finalement tout ce que le site sera en mesure de faire, tous les types de pages, éventuellement toutes les wireframes, mais ça on en parlera dans un point après, de manière à s'assurer qu'on liste tout ce que sera en mesure de faire le site. À ce stade-là, nous, ce dont on a vraiment besoin pour faire une vraie validation, une certification SEO, c'est le temps d'analyser ce document, d'échanger avec l'agence technique, d'échanger avec vous, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise décision qui soit prise d'un point de vue développement, d'un point de vue génération de problématiques techniques. Donc là, à ce stade-là, le SEO, il doit avoir ce fameux avis consultatif tiers de confiance. Encore une fois, hein, quel que soit le SEO, que ce soit une agence, que ce soit votre SEO en interne ou qui que ce soit, il doit pouvoir avoir voix au chapitre et dire attention, là, il y a un certain nombre de risques. On ne peut pas toujours chiffrer précisément quels sont les types de risques qu'on va avoir, mais on peut mettre des niveaux de criticité quand même. Et à ce stade-là, ça évite des grands choix de développement qui seront sur des technologies adaptées ou des fonctionnalités qui comporteront des risques assez forts. Alors ça peut comporter, ça peut vraiment regrouper plein de choses, hein, ces specs fonctionnels. Avant même d'avoir vu quoi que ce soit sur le site, rien qu'avec une description de ce qu'il va faire, on est capable de dire si il va manquer quelque chose ou si un des éléments va pouvoir poser problème. Alors, je vous donne quelques exemples, notamment sur toutes les fonctionnalités qui sont généralement génératrices de duplication de contenu. Donc, le DUST, c'est Duplicate URL Same Text, donc un même texte pour différentes pages, différentes URL, donc la duplication de contenu, des copier-coller de contenu sur différentes pages. Tout ça, ça peut être engendré par des fonctionnalités qui sont faites pour l'utilisateur au départ, comme des filtres à facettes, des navigations à facettes, comme quel que soit le nom qu'on leur donne, des systèmes de tri, de filtres, de modification de l'affichage des contenus en grille, en liste, etc. Tout ce qui est pagination également, tout ce qui est moteur de recherche interne. Voilà, tous ces éléments-là, potentiellement, peuvent générer des problématiques SEO si elles ne sont pas traitées de la bonne manière dès le départ via des spécifications associées. Plus globalement, tout ce qui va impacter les URL. Les URL, c'est assez central dans le SEO parce qu'on a toujours le lien entre la position sur Google, le mot-clé cherché et l'URL qui est positionné. Donc, dès qu'on change quelque chose dans ce triptyque-là, potentiellement, on va avoir une déperdition. Donc, finalement, tous les systèmes de gestion du cycle de vie des URL vont être à prévoir. Par exemple, je sors un site immobilier avec des annonces qui paraissent tous les jours. Les maisons sont vendues. Que se passe-t-il des pages que fait-on des pages finalement qui correspondent aux biens qui ont été vendus? Est-ce qu'on prévoit un cycle de redirection automatique vers la page parente qui concerne tous les autres biens de la ville similaire? Est-ce qu'on prévoit... bref, tout ça, c'est à spécifier, c'est à cadrer de manière à ce que le développeur prenne en compte les fonctionnements qui seront utiles pour le SEO au niveau du cycle de vie des pages. Tout ça, toutes ces fonctionnalités, finalement, elles peuvent être faites et développées en dur via des scripts automatiques et via tout un ensemble de développement, mais elles peuvent également être prévues de manière à pouvoir être gérées dans le back-office par vous-même, par l'internaute, par l'utilisateur final. Et tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui se spécifient, c'est-à-dire la capacité, par exemple, à modifier une balise title pour chacune des pages indépendamment des autres et indépendamment de la gestion dynamique, manuellement dans l'interface de back-office, c'est quelque chose qu'on peut spécifier d'un point de vue SEO et qu'on peut prévoir. Et, voilà. Et également toute la capacité à rendre certaines choses indexables ou non. Alors ça, c'est des choses qui peuvent être assez critiques et qu'il faut prévoir. Hop, je regarde juste le timing. Hop, on n'est pas trop mal. Alors, parfois, c'est intégré dans les specs fonctionnels, mais ça peut également être isolé ou ça peut être séparé. C'est toute la partie visuelle, la partie design. Alors, quand on parle de design, on ne voit pas forcément tout de suite le lien entre design et SEO. Pourtant, c'est de plus en plus important. On l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus cette logique d'intelligence artificielle. Google utilise un algo de deep learning qui s'appelle RankBrain et qui est capable d'identifier tout un ensemble de choses sur les performances, notamment détection d'une requête, de ce qu'elle signifie, de ce que veut dire l'internaute, puis trouver l'adéquation finalement entre cette nouvelle requête et les différents types de contenus qui existent dans son index. Donc toute cette désambiguïsation, elle va pousser potentiellement Google à réajuster ses classements en fonction de différents KPI qu'il va retrouver sur son moteur. Est-ce que l'internaute est revenu régulièrement sur le moteur après avoir navigué sur ce site-là ou sur cette page-là? Est-ce qu'il va être resté sur ce site? Voilà, toutes ces informations, finalement, il va les prendre en compte, les agréger et reclasser potentiellement les pages.
Donc, ça veut dire qu'au niveau du design, là encore, on va se poser en tiers de confiance quand on est SEO et proposer cet avis consultatif pour dire ce qui peut poser problème. En gros, c'est une version visuelle des spécifications fonctionnelles qui nous permet de mieux visualiser si ce qu'on avait déjà prévu a été respecté ou pas. Nous, on voit beaucoup de choix qui sont faits pour des raisons de mode sur le design. Voilà, le fameux méga menu qu'on a vu pendant des années et qu'on commence à moins voir parce que les gens se rendent compte que c'est pas aussi efficient que ce qu'ils pensaient. Voilà, tous ces choix qui sont poussés par les agences parce que voilà, les développeurs parfois ont envie de s'éclater un peu, les designers ils ont envie de faire des choses qui soient up-to-date également. Donc il y a ces logiques de mode, mais c'est rare qu'on ait quand même l'analyse de performance qui soit liée à ça. Et quand je parle de performance, je parle pas de temps de chargement, même si ça a son importance, mais je parle vraiment de performance de conversion, de navigation, qui sont des choses qui sont assez rarement anticipées, malgré ce qu'on peut entendre. Euh, donc, nous, à ce stade-là, on doit faire un compromis entre il faut que ça soit user-friendly, il faut que ça soit efficace, efficient, mais il faut également que ça puisse performer en SEO. C'est ce qu'on appelle le compromis SXO, Search Experience Optimization, s'assurer que ce soit à la fois bon pour le SEO, mais également pour l'internaute in fine. Alors, on peut imaginer plein de choses, là encore, hein, c'est les mêmes points que ce qu'on a vu dans l'analyse des spécifications fonctionnelles, c'est qu'on va intervenir. Donc là, l'exemple que je prends, c'est un site qui vend des montres et qui liste des produits. En l'occurrence, c'est une maquette de listing de catégorie. Donc, on va vous donner des spécifications sur comment on gère le titre H1 de cette page-là, est-ce qu'on le rend dynamique ou personnalisable, comment on gère cette fameuse indexation des filtres à facettes, est-ce qu'on bloque l'indexation et le crawl de certaines, ou est-ce qu'on laisse ouverte pour certaines qui sont plus pertinentes. Donc, les filtres par marque peuvent avoir une importance si c'est la seule voie d'accès à une page par marque. En revanche, les pages de filtrage par prix ou par je sais plus ce qu'il y a exactement, mais bref, peu importe, ne sont pas forcément toutes aussi importantes les unes que les autres. Donc là, on va vous accompagner là-dedans. On va également voir si le nombre de produits listés est suffisamment important par rapport à ce qui se fait sur le marché, s'assurer qu'on soit en adéquation avec ce qu'attendent les internautes sur tel ou tel type de produit. L'optimisation des images, le balisage schéma.org pour avoir ce qu'on appelle des rich snippets, donc notamment tout ce qui est petites étoiles dans Google, liste des prix également, directement dans le résultat de recherche. Ça, c'est des choses qu'on peut être amené à vous spécifier d'un point de vue code HTML. On va également parler de pagination, de moteur de recherche interne, encore une fois. Enfin bref, toutes ces fonctionnalités internautes qui peuvent poser problème pour le SEO. Évidemment, là, on va également parler de contenu. Voilà, est-ce qu'un bloc de contenu peut être rajouté si on en a besoin? En gros, ce qu'il faut entendre, c'est qu'on a besoin de plus en plus en SEO de flexibilité sur le développement et de s'assurer qu'on soit en mesure, même après une ou deux itérations du nouveau site, de modifier certaines choses. Donc le développement flexible, c'est vraiment un élément critique aujourd'hui en SEO. Là, je vous montre une page desktop, mais évidemment, aujourd'hui, Google est mobile first, donc on s'assure que les maquettes mobiles soient validées dès le départ, puisque c'est aujourd'hui celles qui ont le plus d'importance, notamment sur certains secteurs où potentiellement, d'ici quelques années, on parlera de mobile only, avec des internautes qui ont quasiment plus de navigation sur ordinateur, qui soit portable ou non. Alors, un des éléments les plus critiques de la refonte, c'est toute la gestion des URL et notamment la gestion de la collecte. Alors là, je vais vous parler juste de la collecte, c'est-à-dire comment on s'assure d'avoir cette cartographie à 100% fiable de votre site internet. Alors ça, c'est vraiment un job purement SEO, c'est vraiment un de notre travail, de nos missions pardon, du quotidien, c'est de s'assurer qu'on a une collecte exhaustive, c'est-à-dire qu'on va lister l'intégralité des URL dont votre site dispose et que Google est en mesure de connaître. Il faut savoir que Google crawl régulièrement son propre index, donc du coup, potentiellement, il y a des pages qui sont obsolètes ou qui ont disparu de votre site ou qui ne sont plus linkées dans votre site, mais que Google connaît encore et peut encore être amené à parcourir. Donc il faut faire attention à tout ça. Pour faire cette liste-là, on va utiliser tous les outils à notre disposition, les outils de mesure de positionnement, s'assurer qu'on liste toutes les URL qui ont des résultats sur Google aujourd'hui, qui ont de la visibilité. Donc ça, nous, on a nos propres outils maison, mais on utilise également des outils du marché comme SEMrush ou autres. On peut également être amené systématiquement à crawler votre site web comme le ferait Google, avec ou comme Botify ou comme OneCrawl, de manière à lister toutes les URL comme si on était Google. Donc on va vraiment récupérer tout ça, tous les liens en gros qui sont présents sur votre site.
On va récupérer les informations dans Google Analytics, dans Google Search Console, de manière à pouvoir prioriser. Cette fameuse cartographie dont je parlais tout à l'heure et ces fameuses analyses de risque, on les fait comme ça, c'est-à-dire qu'on reconstruit finalement la cartographie de votre trafic organique en listant et en sommant, en additionnant finalement toutes les visites qui sont faites en général sur une période représentative sur votre site pour être sûr qu'on a une bonne cartographie à la fois de votre site, mais également de son trafic organique. Donc, tout ça, ça nous permet d'anticiper la phase de redirection dont on va parler après. Pour ça, nous, on a besoin, on peut le faire en autonomie, mais on a quand même besoin de pas mal de réactivité des intervenants, notamment quand on va parler de la correspondance. C'est-à-dire que nous, on va lister l'existant. Maintenant, sur les correspondances du futur site, sur les futurs URL et sur le futur format, même si on le spécifie, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, les URL de catégorie, elles doivent être construites comme ci, comme ça, avec non-catégorie / non-produit pour certaines pages. Il faut qu'on s'assure que ce soit faisable, que ce soit fait de la bonne manière, et pour ça, on a besoin idéalement d'avoir un site de dev ou de staging qui soit un minimum stable. Donc, voilà, ce qu'on voit souvent également quand on récupère des projets qui ont été gérés plus ou moins, on va dire, en tout cas pas de la manière dont nous on le fait, on voit des collectes qui sont souvent incomplètes, avec des redirections qui ne sont faites que sur les top URL, ou pire, qui sont faites que vers la home page ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut analyser a posteriori, mais qui sont compliquées à corriger quand même. Alors, je fais juste un petit point sur le sondage, voir si j'ai des infos. Alors, j'ai pas les résultats. Ok. Ok, bon. On va avancer. Donc, sur la partie recettage, il faut savoir qu'à un moment donné, les développeurs vont nous dire, voilà, on a un environnement qui est stable, un environnement qui peut s'appeler recette, staging, pré-prod, environnement de dev, etc. Donc, à la rigueur, peu importe, il peut même y en avoir plusieurs successifs. Nous, à chacun de ces environnements, on va faire des analyses qui nous permettent de savoir, de faire une analyse d'écart finalement entre ce qu'on a recommandé et ce qui a été appliqué. Sachant que d'un environnement à l'autre, il peut y avoir des régressions. Donc, dans tous les cas, on est obligé de reprendre tout à zéro pour être sûr que tous les points qu'on a cochés au départ comme étant les plus critiques et tous les points en général qui sont SEO, on doit s'assurer de les lister. Je vois une question qui est intéressante sur l'analyse des backlinks. L'analyse des backlinks, on la prend en compte au niveau de la collecte, c'est-à-dire qu'on s'assure que toutes les pages qui reçoivent des liens externes, par exemple, elles soient bien traitées, elles soient bien identifiées, de manière à les prioriser également. Donc ça fait partie des choses qu'on liste au niveau de la collecte. Après, sur le changement des backlinks, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Voilà, donc nous, en gros, on est là encore une fois en tant que tiers de confiance. On va ouvrir des tickets auprès de votre agence web et on va s'assurer finalement que on se rapproche de plus en plus d'un site le plus optimal possible, sachant qu'on n'a jamais le site parfait par rapport à ce qu'on avait anticipé. En tout cas, on s'assure de faire corriger tout ce qui doit l'être, de contrôler à chaque étape tout ce qui est important pour le SEO. Là encore, hein, gestion last minute, c'est un des éléments les plus générateurs d'erreurs ou de catastrophes parfois, les régressions, les incertitudes sur les URL finales, et également le fait que parfois les contenus ne sont pas contribués par l'utilisateur, donc par le client également. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, s'assurer qu'on ait un site qui soit le plus proche possible de ce qu'on veut avoir à la fin, de manière à ce qu'on puisse le resetter de la manière la plus fiable possible. Petit fail qu'on voit souvent, grosse erreur qui peut arriver, c'est l'indexation de ces environnements, c'est-à-dire qu'on a un environnement de dev ou de pré-prod et on s'aperçoit qu'on ne l'a pas bloqué, on ne l'a pas protégé par un login mot de passe ou par une restriction par IP, qui sont les deux seules manières qui sont à 100% fiables pour éviter l'indexation par Google. Robot.txt, balise métano-index, etc. C'est pas si mal, mais ça ne bloque pas l'intégralité, donc on évite de faire confiance à Google pour ça. Voilà, on s'assure que ce soit protégé au niveau du serveur pour pas avoir de problème. Sinon, vous allez avoir tout votre site en cours de dev qui va être indexé et derrière pour le faire désindexer, ça va être compliqué. Donc voilà, faites très attention à ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est un des points les plus critiques, une erreur les plus communes qu'on voit malgré tout régulièrement.
Donc, ce fameux transfert, ces fameuses redirections, on a préparé la collecte, on a préparé des correspondances. Alors nous, on est rarement, finalement, de plus en plus rarement impliqué dans le développement des scripts de redirection parce que c'est généralement pris en charge par les agences qui ont la main sur toute l'infrastructure. Il y a des questions de garantie également qui nous empêchent de toute façon d'avoir les accès FTP et bases de données nécessaires pour le faire de la bonne manière. Donc généralement, l'agence doit scripter toutes les redirections de manière dynamique quand c'est possible ou de manière statique selon les tableaux de correspondance qu'on va fournir et qui ont été construits avec le client. Donc nous, notre rôle à ce stade-là, sur l'environnement de pré-production, finalement, c'est de s'assurer que les correspondances qu'on avait anticipées, qu'on avait prévues, sont bien les bonnes correspondances. Donc on va encore une fois recrawler le site, comme Google, comme le ferait Google, et vérifier qu'on a bien des redirections 301, donc des redirections permanentes, des anciennes URL vers les nouvelles, avec la correspondance la plus précise possible en termes de contenu éditorial. Donc c'est pour ça, encore une fois, que plus on transfère un site A vers un site B sur un environnement ISO avec les mêmes contenus, avec les mêmes typologies de contenu, moins il y a de risques. Plus on va changer, plus le risque est fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien changer, ça ne veut pas dire que voilà, mais en tout cas, il faut bien le savoir, il faut bien en prendre conscience que parfois il y a certains changements qu'on peut différer, c'est-à-dire qu'on peut sortir le nouveau site avec un contenu relativement ISO et après changer les choses petit à petit parce qu'on aura la bonne coquille pour le faire, on aura la bonne infra et on pourra faire évoluer les choses. C'est vraiment ce côté, je transmets d'abord et après je performe pour éviter et pour être sûr de pouvoir analyser ce qui a potentiellement posé problème aussi, toutes choses étant égales par ailleurs. Un des points qu'on voit souvent, c'est les limitations. Limitations techniques par l'agence ou par la techno. Impossible de scripter des redirections, il faut passer par un fichier htaccess. Bon, ça, c'est vraiment une erreur assez grossière, mais qui va potentiellement impacter les performances du site. Donc, à éviter, bourrer le htaccess de redirection, c'est pas forcément la bonne pratique, sauf sur des petits volumes. Une erreur qu'on voit communément également, c'est les limitations sur certaines technos qui empêchent de faire plus de X redirections. Donc dès que vous atteignez le quota, c'est fini, vous ne pouvez plus en faire. Alors déjà d'un point de vue refonte, ça peut être vite catastrophique, mais alors qu'en plus on a des systèmes de gestion de pérennité des pages, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des redirections automatiques, ça peut vite être assez problématique d'être limité à ce niveau-là. Hop, je me trompe de page. Hop. Donc évidemment, nous, en tant que SEO, notre rôle, c'est de vous dire, OK, 100% des redirections sont bonnes, vous pouvez mettre en ligne, sinon on bloque. Voilà, c'est clair, on dit, nous, on ne vous donne pas notre go pour sortir. Évidemment, on n'est pas forcément décisionnaire, mais en tout cas, on n'approuve pas. Donc après, c'est à vous de prendre les responsabilités nécessaires pour la mise en ligne, bien entendu. Alors c'est une question qu'on me pose souvent, c'est OK, combien de temps je dois conserver ces redirections ? Je ne sais pas si vous avez un avis ou si vous voulez émettre votre choix dans le chat, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, sachant que je vais vous donner la réponse de toute manière. La réponse, elle est finalement assez simple, c'est forever. Donc, pour toujours, toutes les redirections, c'est pour ça que même dans le cadre d'une refonte, une deuxième ou une troisième refonte, on va s'assurer finalement de récupérer aussi les redirections qui ont été faites depuis les anciens sites pour ne pas se retrouver avec Google qui recrawle des vieilles URL et qui les réindexe parce qu'elles ont un statut, un code de réponse 200 et qu'elles ne génèrent pas d'erreur. Donc potentiellement, on peut avoir des problématiques qui remontent dans la Search Console de sites d'il y a 5 ou 10 ans, sans qu'on sache trop pourquoi. Mais en tout cas, voilà, Google est un glouton de contenu, un glouton d'URL, et du coup, potentiellement, il va lister tout un ensemble de pages dont on ne veut clairement pas qu'ils perdent du temps à les crawler, alors qu'on a des pages utiles et importantes à faire crawler rapidement. Donc voilà. Enfin, le transfert final des optimisations, c'est-à-dire qu'on a fait les redirections, on a transmis les contenus. Alors généralement, c'est le client c'est l'annonceur qui contribue ses propres contenus. Nous, on peut être amené à proposer des réécritures ou des modifications selon les cas. On va s'assurer, nous, que le transfert des principales balises de référencement, notamment la balise title, soit transmise également. Voilà, on transmet une URL A vers une URL B. Il faut que cette URL B elle ait un minimum d'optimisation similaire. Il faut qu'elle ait un contenu relativement similaire, avec le même niveau d'optimisation, avec ou mieux. Hein, on peut quand même faire mieux. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si au final vous dites rien, donc je vous entends pas. Mais en tout cas, s'assurer qu'on ait une correspondance la plus pertinente possible. Ça doit être logique pour un internaute en fait. Hein, c'est simple. Hein. Si vous regardez une page avant et une page après, assurez-vous que ça
correspondent en fait. Donc ça peut paraître un peu trivial, mais en tout cas, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours fait de cette manière-là. Encore une fois, pour des questions de rationalisation, de simplification, on a beaucoup de clients qui veulent des templates aérés, épurés, avec le moins de contenu possible, notamment sur mobile. Donc ça, c'est vraiment un travail de longue haleine parce que le contenu reste quand même le cœur du SEO aujourd'hui, même si l'expérience utilisateur a un point non négligeable. Si vous n'avez pas du tout de contenu, ça va être compliqué pour Google de savoir de quoi vous parlez, dans tous les cas. Donc voilà, tout ça, on s'assure de le transmettre autant que possible, encore une fois, en prenant le temps de le faire bien, en s'assurant qu'on n'ait pas de contenu absent. Tac. Alors normalement à ce stade-là, je ne sais pas si on peut lancer un deuxième sondage sur la partie étapes. C'est-à-dire que là, je vous ai listé une dizaine d'étapes. N'hésitez pas à nous dire si le sondage sort. Je vais vérifier, mais je n'ai pas forcément toute la visibilité. N'hésitez pas à nous dire si parmi ces étapes-là, il y en a déjà que vous avez respectées ou s'il y en a que vous avez complètement zappé. N'hésitez pas à le dire, soit dans le chat, soit dans les questions, soit dans le sondage s'il apparaît. Je n'ai pas forcément la main sur tout, encore une fois. Donc voilà, pendant que je déroule la 10e étape, qui est généralement, qui elle aboutit toujours, c'est la sortie du site. Enfin, toujours. Non, parfois certains sites ne sortent jamais, et parfois j'ai même vu des sites qui sont refondus avant même d'être sortis. Ça, c'est quand même assez magique. Pour des questions, encore une fois, de communication, de choix de techno, d'agences qui ne délivrent pas ce qui avait été prévu. Donc voilà, tout ce que je vous dis, c'est pas totalement idiot, je vous assure. C'est vraiment des retours d'expérience concrets que je vous donne aujourd'hui. C'est la somme de tout ça, c'est la synthèse. Ça peut peut-être paraître peu concret pour certains parce qu'ils se disent quand même, oh, il faut le faire pour faire un truc pareil. Mais non, je vous assure, quand on est dans le jus, quand on est le décisionnaire et qu'on est en plein dans la refonte, potentiellement n'importe qui peut prendre des décisions de ce type-là. Donc nous, pendant la mise en ligne, on va faire une ultime vérification. Le fameux recettage qu'on a vu juste avant, on va le refaire sur la version de prod finalisée. On va s'assurer que Google crawl bien, qu'il indexe bien les nouvelles pages, que ça se met bien à jour. On va vérifier les courbes de trafic, on va vérifier les courbes dans la Search Console, tous les indicateurs qu'on a à notre disposition, faire un suivi des pages 404, des erreurs, les rediriger, sortir des tickets, etc. Donc en gros, tout ça, on doit avoir un minimum de temps de battement pour pouvoir le faire. Ça veut dire n'allez pas mettre en ligne un vendredi, une veille de jour férié, une veille de vacances, en dépit du bon sens. N'allez pas mettre en ligne si le site n'est pas fini. Il vaut mieux parfois reporter. Ça, c'est un truc, c'est vraiment radical. À chaque fois qu'on me dit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le site devra être sorti pour telle date, ça finit toujours mal. Il y a toujours un truc qui fait qu'à un moment donné, on prend du retard. Donc, sortir avant les soldes, avant une période forte, etc. Généralement, nous, dès la réunion de kick-off, encore une fois, on met les alertes tout de suite parce qu'on sait que potentiellement, il va y avoir une cata à ce moment-là. Donc, voilà, attention à ça. J'ai même vu un site qui est sorti un 31 décembre une fois parce que l'hébergement allait être coupé au 31 décembre, l'ancien hébergement. Donc, du coup, il fallait le faire. Spoiler, ça a été une cata. Donc, voilà, faites bien attention à ça. C'est vraiment très, très important. Cette slide-là, de toute façon, les slides, vous les aurez. Elles vous seront envoyées en PDF. C'est vraiment un récap de toutes les étapes, donc vraiment les 10 étapes qu'on a vues, le brief, l'audit, l'arborescence, les spécifications, les maquettes, le recettage, le transfert des optimisations, la collecte, les redirections, encore recettes, sorties. Voilà, c'est vraiment avec les différents rôles entre le SEO, le client, l'agence. C'est vraiment cette relation tripartite, encore une fois, qui est au cœur du sujet. Et puis après, finalement, et c'est là où je rejoins ce côté transfert, maintenir, qui peut paraître un manque d'ambition. C'est pas du tout le cas. C'est juste que à ce stade-là, si on a sorti le site, que le site est propre, qu'on n'a pas eu d'impact au niveau de la refonte, là, on peut commencer à aller bosser les stratégies d'optimisation, à aller créer des contenus de conquête, parce qu'on a les moyens pour maintenant, on a le bon site fait de la bonne manière. On va continuer toujours le suivi technique, les correctifs techniques, parce que ça ne s'arrête jamais. En SEO, il y a toujours des bidouilles qui ressortent, il y a toujours des problématiques qui apparaissent sans qu'on sache pourquoi ou comment au départ. On les analyse, on fait du reverse engineering et on retravaille dessus. Plus la partie linking, donc je l'ai assez peu traité la partie linking, mais j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Donc idéalement, si vous pouvez faire modifier les anciens liens qui pointaient vers vos anciennes URL, faites les demandes maintenant. C'est assez compliqué pour certains types de liens de les faire bouger. Et à minima, il faut s'assurer que les 301, les redirections, elles soient bien faites
pour éviter les déperditions. Maintenant, évidemment, si vous faites une refonte, deux refontes, trois refontes et que vous avez des redirections en cascade, le poids des liens externes, il va être diminué. Donc, il faut essayer d'aller les faire modifier, au moins les plus importants. Et si vous n'êtes pas en mesure, tout simplement aller en créer des nouveaux ou en faire créer des nouveaux pour les noyer via des nouveaux liens de qualité. Mais la popularité étant un élément essentiel encore aujourd'hui du SEO, c'est quand même très important de s'en préoccuper. Nous, on va toujours vous lister vos backlinks, c'est-à-dire qu'on va vous lister vos liens externes, on va vous les prioriser et on va vous dire voilà, votre liste, elle est telle qu'elle. Aujourd'hui, votre profil de lien, on l'a analysé. Idéalement, toute cette portion-là, c'est la portion critique. Si vous pouvez la faire modifier, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, faites les redirections correctement déjà. Moi, j'ai vu beaucoup de sites comme ça que j'ai pu analyser et auditer, sur lesquels on recommandait directement des redirections des URL périmés ou erronés, parce qu'on recevait des backlinks vers des URL qui étaient plus valides. Donc ça, c'est des quick wins qu'on peut faire sur n'importe quel audit SEO et qui sont super intéressantes. Donc finalement, et vous, vous en êtes où? Quelle refonte êtes-vous aujourd'hui? À quelle étape vous en êtes? Alors normalement, on est censé avoir un troisième sondage, mais je ne sais même pas si le deuxième a été posté. En tout cas, dans tous les cas, ah si, super, le deuxième sondage a été posté, donc ça c'est cool. Donc là, normalement, il y en a un troisième qui est sorti également. Donc quelle refonte êtes-vous? Il y a plusieurs options que je vais vous présenter. Est-ce que vous êtes double face? Alors la première, c'est le sauvetage. Là, tout ce que je vous ai dit, ça vous a fait un peu paniquer. Donc du coup, vous savez que vous êtes sur une sortie imminente. Comment ça va se passer? Ce qu'on voit, c'est que quand on est en mode sauvetage, c'est toujours plus compliqué. C'est-à-dire que généralement, nous, on a des clients qui nous sollicitent après la sortie de la refonte. Et dans ces cas-là, c'est un peu la cata. Donc c'est toujours un peu compliqué. Ça peut vite prendre du temps pour relever un site qui n'a pas géré sa refonte correctement. Là, sur le cas que je vous présente, qui est un cas concret, on a mis 9-10 mois. Donc c'est quand même assez long. Ça se fait, on peut recréer les redirections a posteriori, on peut le faire, mais les choix qui ont pu être faits, ou en tout cas qui n'ont pas respecté les guidelines SEO sur les arborescences, les recos techniques, les optimisations, les redirections, etc., c'est compliqué à corriger. Donc on peut y arriver sur le long terme, mais en tout cas, potentiellement, vous êtes déjà en déperdition. Beaucoup de clients aussi qui nous disent c'est bon, on a déjà travaillé quelques années ensemble, maintenant j'y vais tout seul, je me débrouille, la refonte je sais gérer, j'ai pas envie de payer pour un accompagnement refonte parce que je sais qu'il faut faire les redirections, donc je vais le faire. Sauf que parfois on voit ce type de cas de figure là et que finalement tous les enjeux, le potentiel n'ont pas été pris en compte. Donc du coup on voit des chutes de visibilité qui peuvent être assez majeures, donc ça peut être un vrai gâchis. S'il y a un moment pendant lequel il faut s'occuper de son SEO, c'est pendant la refonte. En général, moi je vais vous conseiller de le faire tout le temps parce que c'est mon job et parce que je vois bien concrètement qu'il y a des risques à n'importe quel moment, mais pendant la refonte, tous ces risques-là, ils sont tous accrus en fait, au niveau du contenu, au niveau de la technique et au niveau du linking et au niveau de l'UX. Donc finalement, les 4 points, les temps de chargement, le mobile, enfin bref, tout est central à ce moment-là de la refonte. Donc du coup, si vous ne gérez pas le SEO à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas compris le job. Et puis il y a les chutes assumées, voilà, cette fameuse déperdition acceptable, les fameux pourcentages, les analyses de risque qu'on a pu faire, parfois ils sont choisis. Là, on voit qu'on a perdu 46% de sessions SEO sur cette refonte-là, parce que le client, à un moment donné, a dit l'arborescence, je sais que ça ne respecte pas vos guidelines, mais je sais aussi que ces 46% de trafic SEO, ce n'est pas le trafic qui m'intéresse aujourd'hui parce que ces produits-là ou ces services-là, je ne les propose plus. Donc, on repartira de zéro sur le reste, mais cette partie assumée, je le prends en compte et je me dis que ce n'est pas très grave parce que de toute manière, ça ne convertissait pas. Donc, voilà. Dans ces cas-là, évidemment, on peut rien faire d'autre que de vous accompagner pour que ce soit les seules choses que vous perdiez. Mais en tout cas, on va toujours quand même vous émettre les alertes pour que ce soit le moins impactant possible. Et puis les cas les plus fréquents quand on travaille correctement son SEO, c'est quand même les refontes qui se passent bien. C'est-à-dire, voilà, on peut rapidement avoir des bons résultats. Même quand notre objectif c'est de maintenir, on voit que la maintenance au moment de la mise en ligne, elle est là. On a la même visibilité, mais par contre, le trafic SEO a augmenté, on a pris 12%. Toutes les cases ont été cochées, on est bien sur les recommandations. Donc du coup, on se retrouve avec une refonte nickel, sans problématique, ce qui est plutôt intéressant. Et l'étape la meilleure, c'est-à-dire c'est la refonte où on va vraiment plus loin, c'est-à-dire qu'on a mixé finalement un respect des consignes avec
la capacité à améliorer l'arborescence, parce que parfois on part d'un ancien site qui est quand même vraiment mauvais. Donc dans ces cas-là, c'est plus simple d'avoir de bons résultats. Création de nouveaux contenus qui vient se rajouter à la checklist. Et là, on peut avoir des refontes qui surperforment et qui ont des super résultats. Donc, comme quoi, encore une fois, même si ça peut vous paraître prudent comme approche, c'est réaliste en tout cas, et ça n'empêche pas les surperformances quand le client il s'implique vraiment, que la relation tripartite elle est saine. Nous, avec certains partenaires, on peut vraiment avoir de très bons résultats de ce type-là. Donc au final, le timing, c'est la clé. Et c'est là que c'est important de vous poser la question de où est-ce que vous en êtes, parce que selon l'étape, potentiellement, vous pouvez perdre beaucoup. Donc encore une fois, attention à ça. Bon, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous faire prendre conscience que, encore une fois, le SEO a des enjeux assez forts, que on est dans un environnement concurrentiel qui est de plus en plus compliqué, et que si on veut pouvoir travailler sereinement sur des stratégies SEO qui marchent bien, il faut s'assurer au moins de ne pas se tirer une balle dans le pied quand on fait une refonte ou quand on fait des modifications sur un site web. C'est trop dommage en fait. On voit trop de cas comme ça et du coup on essaye de sensibiliser un petit peu sur ces sujets parce que c'est parfois assez triste en fait. Donc du coup, charge à vous aussi de nous solliciter, ne serait-ce que pour un échange. Je pense que ça peut être intéressant au moins d'en discuter. Donc n'hésitez pas par rapport à ça. Avant de terminer, de clôturer, je pense que je suis bon niveau timing normalement. Hop, nickel. Voilà, quelques petites blagues de ce qu'on peut entendre dans les cadres des refontes. Voilà, oups, j'ai oublié de remettre le tag analytics. On n'a plus du tout de tracking de visite. Le dieselo sur le robot.txt. La fameuse sollicitation, la fameuse prise de lead. Bonjour, j'ai refondu mon site le mois dernier. Est-ce que vous pouvez faire le SEO? Alors ça, c'est la bonne blague qu'on aime bien. Voilà, donc attention à à tous ces sketchs. Encore une fois, hein, c'est pas forcément pour être critique ni quoi que ce soit, c'est juste que n'importe qui, encore une fois, peut prendre ce type de décision et ne vous sentez pas à l'abri de ça. Selon le contexte de votre boîte, vous pouvez être amené à accélérer les choses alors que il vaudrait mieux prendre le temps de faire les choses correctement pour éviter les risques. Et on peut vous aider pour ça. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous invite à télécharger nos livres blancs, à nous contacter si vous avez besoin d'échanger sur ces thématiques de la refonte ou autres. On a plein de livres blancs. Alors, ils ne sont pas tous là. On a sorti un nouvel exemplaire de notre petit magazine More Traffic, More Business que vous pouvez télécharger sur notre site et qui présente un peu notre vision du SEO et du search en général pour 2020. Ça parle d'analyse de la conversion, ça parle de trafic payant également, de customer journey et de média de journée. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger tous ces livres blancs et à vous informer et à nous rencontrer dès qu'on pourra à nouveau sortir de chez nous un jour. On a hâte en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. C'est un peu bizarre hein, de faire cet exercice-là. J'aime bien le contact humain, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci beaucoup à Plaisy pour l'organisation de tout ça. Voilà, je vous remercie. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, je jetterai un œil. Il n'y a pas de souci. Benoît, je te laisse reprendre la main si tu veux. Je ne sais pas comment on clôture ou ce qu'il faut faire.